Alors on attaque tout de suite avec le retour de l'Olympique de Marseille en C1. Oui, après 2 ans, l'OM retrouvait la Ligue des Champions, et pas n'importe quel match pour commencer. Ah non, c'est sûr. Direction le Santiago Bernabéu pour défier le Real Madrid, le genre d'affiche qui vous remet direct dans le bain, quoi. Exactement. Résultat final, 2-1 pour Madrid. La Provence titre que c'est rageant, et on peut les comprendre. Marseille a joué une partie du match à 11 contre 10. Forcément, on se dit qu'il y avait peut-être mieux à faire, non ? Ah oui, c'est tout à fait ça. Le sentiment qui prédomine, c'est la frustration. C'est vrai que le début de match a été compliqué pour Marseille. Le Real a mis une grosse pression d'entrée de jeu, comme souvent chez eux. Classique au Bernabéu. Voilà. Mais l'OM, ils n'ont pas sombré. Ils ont résisté et ils ont même réussi l'exploit d'ouvrir le score, un peu contre le cours du jeu d'ailleurs, par Timothy Weah. Ah oui, ce but. Un but qui a un peu surpris tout le monde et qui montrait que Marseille avait des arguments à faire valoir. Un espoir de courte durée, malheureusement. Le Real, c'est le Real. Ils ont su réagir et c'est Kylian Mbappé qui s'est chargé de transformer 2 pénaltys. Oui, 2 pénaltys qui ont scellé le sort du match. C'est clinique, quoi. C'est la marque des grandes équipes, cette capacité à revenir. Tout à fait. Même quand elles ne surdominent pas le jeu. Mais malgré ce scénario un peu cruel, la presse française, l'équipe par exemple, elle insiste sur le fait que Marseille doit garder la tête haute. Hmm. Il y a une vraie reconnaissance de la performance, de la combativité face à un cadre européen. Pour un retour en C1, c'était quand même une prestation très encourageante. Même si, les regrets sont là, forcément, pour l'équipe de Zerbi. Mais ça nous amène forcément à parler de ces pénaltys, surtout le deuxième, celui pour la main de Facundo Medina. Il a fait couler beaucoup d'encre, celui-là. Ah oui. D'ailleurs, une source assez pointue, Archivo VAR, a analysé l'action et leur conclusion, elle est un peu différente de celle de l'arbitre sur le terrain. Oui, Archivo VAR, ils sont spécialisés là-dedans, analyser les décisions arbitrales avec la vidéo, les ralentis, tout ça. Et leur verdict est assez tranché. Pour eux, si on suit les lois du jeu à la lettre, les règles de l'IFAB, L'organisme qui régit les règles. exactement, eh bien, selon eux, ce pénalty n'aurait pas dû être accordé. Ah bon ? Et pourquoi ? Alors, leur argumentaire est précis. Ils expliquent que Medina touche le ballon avec le bras ou la main, mais au moment où il est au sol. En fait, il prend appui pour essayer de se relever juste après avoir contré une frappe de Vinicius. D'accord. Et là, Archivo VAR pointe 2 choses dans le règlement actuel. Primo, ce qu'on appelle le bras d'appui. Quand un joueur utilise son bras pour se soutenir au sol ou pour se relever et que le ballon touche ce bras, en général, ce n'est pas considéré comme une faute. La position du bras est vue comme naturelle, nécessaire à l'équilibre. Mhm. Et secondo, il note que le ballon arrive sur sa main après avoir touché une autre partie de son corps ou peut-être même le sol. Et ça aussi, c'est un critère qui souvent pousse les arbitres à ne pas siffler pénalty. Parce que le contact n'est pas direct, le joueur n'a pas le temps de réagir. C'est fou de voir cette analyse technique après coup. Ça montre bien toute la complexité de l'arbitrage aujourd'hui, même avec la VAR. Oui, c'est ça. On voit bien cette tension entre vouloir des règles claires et l'interprétation sur le moment avec la pression. Immense pression, oui. Bon, évidemment, on rapporte juste l'analyse d'Archivo VAR ici, sans prendre parti, mais ça montre que ces situations, ça reste sujet à interprétation et ça alimente les discussions, quoi. C'est clair. Côté Real Madrid, donc victoire, mais pas une soirée parfaite. Il y a cette ombre au tableau, la blessure de Trent Alexander-Arnold. Oui, mauvaise nouvelle pour eux. On l'a vu sortir très tôt dans le match, dès la 4e minute. C'est jamais bon signe, ça. Juste après, son entraîneur Xavi Alonso, il s'était voulu un peu rassurant en disant « Bon, c'est pas aussi grave qu'on pensait, mais il faut attendre les examens. La prudence habituelle dans ces cas-là. » Oui, Mais malheureusement, la prudence était de mise parce que les nouvelles qui ont suivi, elles n'étaient pas bonnes du tout. Les examens ont confirmé une blessure musculaire sérieuse. Le club parle d'une lésion au biceps fémoral de la jambe gauche. Prends du temps. Malheureusement, oui. L'estimation, c'est entre 6 et 8 semaines d'absence. C'est énorme. 6 à 8 semaines. Oui, c'est un vrai coup dur pour le Real. Alexander-Arnold, c'est pas juste un défenseur, c'est un joueur clé dans le système d'Alonso, avec sa qualité de passe, sa vision. Sa créativité offensive depuis le côté droit. Exactement. Le perdre pour quasiment 2 mois, à l'approche d'échéances importantes en Liga et en Ligue des Champions, c'est un vrai casse-tête pour l'entraîneur. Une sacrée tuile pour le Real, ça c'est sûr. Allez, on change de pays, on file en Catalogne maintenant, on va parler du FC Barcelone.
Le club qui semble toujours un peu en train de jongler avec ses finances. Et ça pourrait toucher l'effectif. Le nom qui revient beaucoup en ce moment, c'est celui de Dani Olmo. Ah oui, Dani Olmo. Petit rappel, il est arrivé de Leipzig à l'été 2024. Sa première saison sous Hansi Flick, l'entraîneur actuel. Sur le papier, les stats sont corrects. 12 buts, 7 passes décisives en 39 matchs, toutes compétitions confondues. Ça paraît pas mal, non? Oui, si on regarde juste les chiffres bruts, c'est honorable. Mais ça masque une réalité un peu plus complexe. Le truc, c'est qu'Olmo n'a jamais vraiment réussi à devenir un titulaire indiscutable au Barça. Hein. La saison passée, par exemple, il n'a commencé que 13 de ses 25 matchs de Liga. C'est peu. Et il y a plusieurs raisons à ça. Les choix du coach, évidemment, mais aussi et surtout ses problèmes physiques à répétition. C'est un peu son talon d'Achille, ça, les blessures. C'est un peu ça, oui. Ça le suivait déjà à Leipzig et ça l'empêche d'avoir de la régularité. Et d'ailleurs, ce début de saison 2025-2026, ça a l'air de continuer, hein. Une seule titularisation sur les 4 premiers matchs alors qu'il était dispo. Ça pose question sur son statut réel dans l'équipe. Et du coup, l'info qui sort du média Fichagues prend tout son sens. Ils disent que la direction du Barça serait prête à écouter les offres pour Olmo, peut-être dès cet hiver ou l'été prochain. Oui, et l'objectif serait assez clair, améliorer la situation financière du club. Renflouer les caisses. Voilà. On parlait même cet été d'un prix autour de 60 millions d'euros pour le laisser partir. 60 millions, c'est une somme. Mais vendre un joueur comme ça, même s'il est souvent blessé, c'est pas une décision facile. Non, c'est clair. C'est une décision compliquée, mais elle peut se comprendre du point de vue du club. Il y a plusieurs arguments en fait. D'abord, cette fragilité physique dont on parlait. Un club peut se le permettre d'avoir un joueur important avec un gros salaire qui rate autant de matchs. Bonne question. Ensuite, certains trouvent que son rendement global, il est correct, mais peut-être pas tout à fait à la hauteur de l'investissement initial. Et puis, il y a l'aspect économique pur. Une grosse vente, ça fait rentrer de l'argent frais et ça allège la masse salariale. Deux choses dont le Barça a bien besoin. Surtout si des clubs anglais sont intéressés. Exactement, la première ligue a les moyens, ça rend l'idée crédible. Mais attention, Fichages précise un point important. Le Barça ne le vendrait qu'à une condition, Laquelle? avoir trouvé son remplaçant avant, pour pas se retrouver affaibli. Logique. Logique, oui, mais c'est quand même un paradoxe. On parle d'un joueur qui a un talent fou. On l'a vu à l'Euro 2024, il a été super important pour l'Espagne. C'est vrai. Il a cette capacité à débloquer un match. Se séparer d'un joueur comme ça, même fragile, c'est un pari. Tout à fait. C'est tout le dilemme pour Barcelone. Ce potentiel sportif énorme face à cette incertitude physique. Mais il faut aussi regarder la concurrence interne au Barça. Ah oui. Elle est en train de s'intensifier à son poste. On a vu le jeune Fermín López être très bon récemment, il a mis un doublé contre Valence. Il postule clairement pour la place de numéro 10. Il pousse fort, oui. Il y a Rafinha qui peut jouer dans l'axe aussi. Et surtout, il faut anticiper les retours de blessures de Pedri. Évidemment. Du jeune Marc Bernal, qui est très prometteur, et même de Frenkie de Jong, qui peut jouer plus haut. Donc Hansi Flick va bientôt avoir beaucoup d'options dans ce secteur.